Une nouvelle loi sur l'immigration, la 30e. Donc voilà. Mais voilà, parce que qu'est-ce que ça va changer ? C'est la vraie question. Parce que quand on regarde les données sur les flux migratoires, chaque loi n'a absolument pas endigué le phénomène. Dans votre très bon édito, mais il y a aussi quelque chose qui est absolument incroyable qui se passe du côté de Bruxelles, vous l'avez sans doute vu, c'est que le pacte asile et migration dont vous parliez, je crois qu'il a mis 13 ans avant que les Européens se mettent d'accord. Et Madame von der Leyen, présidente réélue de la Commission européenne, vient d'annoncer que pour lutter contre l'immigration irrégulière, ils allaient aussi mettre une loi. Pardonnez-moi, mais c'est catastrophique. Une nouvelle loi après le pacte Une nouvelle loi, oui. Elle a annoncé ça ce matin. Et alors, je vais vous dire, c'est absolument incroyable. C'est même à la limite du scandale. Parce que vous mettez 13 ans pour mettre au point le pacte asile-migration qui devait être le nec plus ultra de la lutte contre l'immigration illégale. Et voilà que Mme von der Leyen annonce... cette loi immigration nouvelle. Non mais attendez, mais ça veut dire que leur pacte, il ne sert à rien. Président du Conseil européen, vous s'assied sur le pacte asile migration. Merveilleux. On fait d'abord le point avec Barbara Durand, si vous le voulez bien, sur ce que pourrait contenir la nouvelle loi proposée par Bruno Retailleau. Ce sera donc un texte identique à la loi immigration votée l'année dernière, puis partiellement censurée. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se justifie. Il y a une loi qui a été votée à une écrasante majorité. Moi, je ne veux pas aller au-delà de ce qui a déjà été voté. Ne pas aller au-delà, mais en reprenant tout de même certaines des mesures écartées par le Conseil constitutionnel en janvier. Parmi elles, celle de faire passer la durée maximale de rétention de 90 à 210 jours pour les étrangers clandestins jugés dangereux. Également, rétablir le délit de séjour irrégulier, durcir le regroupement familial ou encore diminuer les droits sociaux des migrants. Bruno Retailleau précise. Moi, mon souhait, c'est que la France ne soit pas plus attractive en matière d'immigration que le reste des pays d'Europe. Et je constate sur beaucoup de dispositifs que malheureusement, on est souvent dans la moyenne haute. Si on est dans la moyenne haute, ça veut dire qu'on crée des appels d'air. Et ça veut dire que les passeurs, les filières qui sont très très informées, détournent les flux. Donc notre travail à nous, précisément, c'est de situer la France, de reviser tous les dispositifs pour situer vraiment la France dans la moyenne des pays de l'Union européenne. Bruno Retailleau évoque aussi la possibilité de revoir à la baisse les prestations familiales ainsi que de transformer l'aide médicale d'État en aide d'urgence. L'exécutif souhaite que ce texte arrive au Parlement début 2025. Oui, début 2025, c'est dans très peu de temps. Mais tout est question de signal, Denis Jacob. Si la France est attractive, notamment, on vient de l'évoquer sur les prestations sociales, si on n'envoie pas le signal clair qu'on ne peut plus accueillir parce qu'on ne peut plus intégrer, peut-être que les choses changeront. Tant que ce n'est pas fait, les flux migratoires ne s'arrêteront pas. Au contraire. Vous avez raison, Laurence. C'est le signal qu'il faut envoyer. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait. Alors le signal, déjà, il faut l'envoyer aux policiers, une fois de plus. Parce qu'il faut les armer pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Non, mais les policiers, ils l'ont compris, le signal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand ils font des interpellations de personnes en situation irrégulière, qu'elles sont placées en centre de rétention, il n'est pas acceptable qu'en fonction des recours qui sont faits par les retenus, si le juge des libertés de la détention ne donne pas un avis sous 48 heures, il est relâché. Donc, à un moment donné, il faut revoir le fonctionnement. Et moi, ce que je n'accepte pas, c'est le procès d'intention qui est fait à Bruno Retailleau sur cette nouvelle loi immigration. Tout d'abord parce qu'il a toujours tenu ces discours-là. Deuxièmement, c'est pas une nouvelle loi qu'il veut faire. Il veut reprendre ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait 35 articles retoqués. Et puis, ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, enfin j'ai pas entendu parler de cela, mais n'oublions pas qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié le 4 janvier 2024 et je l'ai lu, et franchement le constat que la Cour des comptes fait et les recommandations qu'elle fait, c'est édifiant. C'est édifiant. Et Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que reprendre ce que la Cour des comptes préconise. Louis de Ragnel, alors on parle beaucoup de cette nouvelle loi immigration, évidemment la gauche pousse des hauts cris. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? Quelles sont ces mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel qui pourraient se retrouver dans cette nouvelle version ? Ça a été un petit peu évoqué dans le sujet. Il y a l'allongement de la durée de rétention administrative. Ça, c'est capital, c'est vraiment très important. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier ne peut être rétabli que par la loi. Donc, il y a plein de gens qui vous disent que ça peut être fait par circulaire. Non, c'est complètement faux. Loi, donc, mais il faut la voter. Le regroupement familial qui peut être encadré, c'est par la loi. Et puis enfin, le conditionnement de versement de droits sociaux, tout ça, c'est du législatif. Donc, Bruno Retailleau n'a pas d'autre choix. Moi, j'entends ceux qui disent oui, ce sera la 30e loi, 31. S'il en faut 30, s'il en faut 36. Numériquement, ce sera la. Non, mais s'il en faut, s'il faut 32, 33 lois, et encore une autre. Mais faisons 34 lois. Mais en fait,
la question n'est pas celle du nombre, la question c'est celle de l'efficacité. Moi, je me réjouis simplement d'une chose, et ça va dans le sens, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Denis Jacob. Jusqu'à aujourd'hui, les lois sur l'immigration, c'était des lois systématiquement, même quand elles étaient portées par la droite, en même temps. C'est-à-dire que ce qui était voté, toutes les mesures fortes, à chaque fois, de manière très discrète, on en parlait assez peu, étaient votées des capacités, des conditions d'appel, de suspension, pour casser les mesures fortes. Là, au moins, en tout cas, dans le déclaratif, dans ce que déclare Bruno Retailleau, il n'y aura que des mesures de fermeté simples et efficaces. Objectivement, je ne vois pas ce qu'on peut opposer à ça. Donc, vous verrez. J'ose espérer. Je termine simplement par ça. Tous ceux, parce qu'en fait, cette loi, elle a été votée quand même. Elle a été votée. Voilà. J'ose espérer. Je suis quand même très curieux de voir ça. Tous les parlementaires qui ont voté la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, j'ose espérer que comme c'est exactement la même. Vous pensez qu'ils vont pas se contredire ? J'ose espérer au moins par cohérence que ce soit les macronistes, que ce soit les élus RN. Je pense que les deux. Non, mais il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités devant les Français. Si hier ça leur posait aucun problème pour la voter et qu'aujourd'hui ça leur pose un problème, alors là, il va falloir assumer. Vous pensez que le RN ne voterait pas une nouvelle loi immigration ? Non, mais que tous ceux qui ont voté, pour des histoires de calcul politique. Monsieur Ferjou. Ce qui est intéressant, c'est précisément que ce soit assez largement le même texte. Et c'est là où il y a une stratégie politique assez habile, me semble-t-il, de la part de Bruno Retailleau, au-delà du contenu stricto sensu. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a censuré cette loi pour des raisons assez largement de forme, en considérant que les dispositions qui avaient été apportées par le Sénat n'avaient rien à faire dans un texte d'origine gouvernementale, ce qui est d'ailleurs un raisonnement juridique complètement assez audacieux, pour dire le moins, quand on regarde la tradition juridique qui était en présence jusqu'à présent. Mais là, ça sera une bataille politique, parce que de deux choses l'une, soit le Conseil constitutionnel est obligé de censurer sur le fond. Mais là, ils avaient censuré sur la forme. Ils avaient dit que c'était mal rédigé. Voilà, ici, non, ils n'avaient pas dit que c'était mal rédigé. Ils avaient dit donc c'est mal rédigé. Donc mal rédigé. Ça n'avait rien à faire. Non, mais ils ont mal bossé. Ça veut dire que en français, c'est ça. Non, mais pardon, c'était pas exactement ça. C'était surtout une interprétation. Oui, mais c'était surtout une interprétation assez délirante de la part du Conseil constitutionnel, ce que j'étais en train de vous expliquer, parce que jusqu'à présent, on considérait qu'on pouvait justement mettre des dispositions de cet ordre-là. Là, le Conseil constitutionnel avait considéré que des dispositions ayant à voir avec l'immigration n'avaient rien à faire dans un texte sur l'immigration. Donc de deux choses l'une, soit là, il se prononce sur le fond et c'est une victoire. On n'y est pas encore. Et il censure. On n'est pas encore là. Non, mais pour aller au bout de la logique politique. Mais non, mais n'allons pas plus vite que la musique. S'il censure sur le fond, ça validera le point de M. Retailleau sur l'état du droit, en disant qu'il va falloir envisager quelque chose sur la hiérarchie des normes. S'il valide sur le fond, ça sera une victoire politique. Dans les deux cas, de toute façon, ça pourra faire avancer les choses. Jean-Louis Debré, qui était ce matin l'invité de Pascal Praud sur nos deux antennes, était extrêmement clair. Il dit aujourd'hui, le problème, c'est pas l'immigration, c'est l'intégration. Je vous passe la parole après, Sabrina. On écoute Jean-Louis Debré. C'est ça le vrai problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas l'immigration, c'est le fait qu'il n'y a plus d'intégration. Une nation, disait Renan, c'est un rêve d'avenir partagé. C'est une histoire, c'est un passé, mais c'est aussi une volonté de vivre ensemble. Or aujourd'hui, les gens qui viennent ne veulent plus vivre ensemble. Et c'est ça le drame de la France. C'est ça, Sabrina Medjeper. Oui, c'est l'intégration. Mais oui, bien sûr, c'est la façon dont les cultures cohabitent ensemble. Encore une fois, toutes ces élites, immigrationnistes pensent que dans une forme d'utopie diversitaire, toutes les communautés qui arrivent en France, qui partagent d'autres cultures, c'est-à-dire un système de normes, de croyances, un langage, un récit, une religion, etc., arriveront à tisser des liens sympathiques avec les cultures ou la société d'accueil. Il y a un chercheur finlandais qui le prouve très bien, ça, Tatu Vanhaen, qui explique que l'hétérogénéité culturelle est la première cause des inégalités devant les inégalités sociales et devant même les inégalités juridiques comme la liberté ou les inégalités économiques comme le chômage. Donc, si on fait, encore une fois, si les gens arrivent sur notre territoire français et qui ne partagent pas
notre récit national, notre roman national, nos mœurs, notre identité, notre histoire, etc. Comment voulez-vous que cette alterculturalité arrive à cohabiter ensemble? Et comment fait-on pour vérifier, encore une fois, ce qu'il y a dans l'esprit des gens? Les idéologies ne disparaissent pas avec le franchissement des frontières et les anthropologies n'arrivent pas aujourd'hui à communiquer. Alors on a beau, indiquer des lois ou pointer le doigt ou faire des diagnostics sur le séparatisme, l'islamisme, l'antisémitisme, etc. Mais si on continue d'accueillir des personnes qui, encore une fois, n'ont pas de lien, de causalité avec ce que nous sommes de façon atavique, comment voulez-vous ensuite que les politiques règlent les problèmes ultérieurs à l'immigration? C'est impossible. On fait une pause, on continue sur ce sujet qui est passionnant. On verra ce qu'a fait l'Italie, qui aujourd'hui même envoie ses premiers bateaux de migrants en Albanie après un accord négocié avec l'Albanie. Et on parlera aussi de la Pologne, quand même, monsieur Donald Tusk, qui s'assied carrément sur le droit d'asile, au mépris de et tout ce qu'il a défendu. Et qui a battu les conservateurs aux dernières élections. Qui a battu les conservateurs. Il leur a tordu le bras. Et au mépris de tout ce qu'il a défendu pendant des années au Conseil européen. Allez, à tout à l'heure. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Comment a fait l'Italie? L'Italie a annoncé aujourd'hui que les premiers bateaux de migrants qui arrivaient sur ses côtes seraient redirigés vers l'Albanie. Explication avec Régine Delfour. Est-ce que cette mesure est applicable? On regarde ça. C'est un transfert inédit, une première pour un pays de l'Union européenne. Le Libra, le patrouilleur de la marine italienne, a quitté hier Lampedusa pour l'Albanie, avec à son bord 16 hommes. 10 sont originaires du Bangladesh et 6 d'Égypte. Ces migrants ont été interceptés dimanche dans les eaux internationales. Le résultat d'un accord controversé signé en 2003 entre le gouvernement de Giorgia Meloni et de son homologue albanais. La première ministre italienne s'est félicitée de cet accord qu'elle qualifie de courageux. L'Italie a montré le bon exemple en signant le protocole Italie-Albanie pour traiter les demandes d'asile sur le territoire albanais, mais sous la juridiction italienne et européenne. C'est une voie nouvelle, courageuse, inédite, mais qui reflète parfaitement l'esprit européen et qui est en règle pour être entreprise aussi par d'autres pays hors de l'UE. Ces migrants seront détenus dans un centre doté de caméras, le temps du traitement de leur demande d'asile qui pourrait prendre jusqu'à 4 semaines. Si leur demande est déboutée, des cellules ont été installées dans le camp. L'intérieur du camp est sous responsabilité italienne, mais la sécurité extérieure est quant à elle assurée par les forces de l'ordre albanaises. Cet accord court sur 5 ans et le coût pour l'Italie est estimé à 160 millions d'euros par an. Éric Revel, c'est une solution que met en œuvre l'Italie, dont la légalité la plus totale. On peut se poser la question pour dans nous. le cadre des règles européennes, en plus. Ouais. C'est envisageable pour la France? C'est un peu ce que Bruno Retailleau posait comme question tout à l'heure, l'air de rien. Mais je voudrais juste faire un petit pas de côté sur Giorgia Meloni, parce qu'il est loin le temps. Il est loin le temps où on se pinçait le nez, où Emmanuel Macron Gérald Darmanin, vous vous rappelez ce qu'il avait dit d'elle. Il rencontrait dans la pénombre Giorgia Meloni, parce que c'était le post-mussolinien, le fascisme à l'état pur. Et le moins qu'on puisse dire, quand même, puisqu'on pose la question de savoir si c'est faisable pour nous, c'est qu'elle est en train de tracer une route politique. Et regardez aussi ce qu'on annonçait tout à l'heure. On en reparlera peut-être tout à l'heure d'Israël, mais elle va aller au Liban. Elle va aller au Liban. Ben vous voyez, Emmanuel Macron, qui n'est pas un tête à queue près sur la diplomatie à l'égard d'Israël, vous voyez, j'aurais aimé ce genre de geste plutôt que faire cette déclaration. Vous voyez, mais je me souviens de François Mitterrand en 1992 qui va à Sarajevo en pleine guerre de Bosnie. Et ben là, ça aurait eu de la gueule que le président de la République allait au Liban. Sur l'Italie, c'est quand même au prix d'une fiction juridique, parce que non, ça n'est pas conforme au droit européen. C'est-à-dire que là, l'accord avec l'Albanie... C'est pas illégal. Je ne vous dis pas que c'est illégal, je vous dis que c'est une fiction juridique et que le cas échéant, il faudrait trouver un État qui accepte d'avoir le même type d'accord avec la France, c'est-à-dire que là, le camp est considéré comme un territoire italien. Oui. Dans une logique d'extraterritorialité. Oui, mais ça, c'est pas forcément reproductif. Déjà, il faudra voir si... je vous dis pas que ça n'est pas souhaitable, je vous dis juste tel que ça se pose d'un point de vue juridique. Il faudra voir si c'est accepté par les juridictions européennes et surtout, il faudrait, en ce qui concerne la France, trouver des États qui acceptent.
Parce que Edi Rama, le Premier ministre albanais, a fait savoir que c'était valable pour l'Italie et uniquement pour l'Italie. Okay. Louis de Ragnel, est-ce que cette méthode-là peut fonctionner? Moi, je pense qu'elle Ou est-ce qu'elle n'est absolument pas reproductible à notre Moi, je pense qu'elle va fonctionner, surtout elle va faire des petits, parce que c'est aussi ce que disait Bruno Retailleau tout à l'heure. Il disait que lors de sa rencontre avec tous les ministres des Affaires intérieures et justice des pays de l'Union européenne, ils étaient tous à peu près d'accord sur la méthode. Et je pense qu'il y a d'autres pays européens qui vont faire comme les Italiens et vont chercher à nouer des accords bilatéraux avec un pays. Et la France, Bruno Retailleau a aussi annoncé qu'il allait... Il y a des pays sur lesquels on pourrait s'avancer. Alors, Bruno Retailleau a expliqué qu'il allait très rapidement aller dans plusieurs pays du Maghreb. Il y a d'ailleurs un voyage qui est organisé dans une dizaine de jours du président de la République. Pour créer des centres de rétention? Absolument. Créer des hotspots ou des centres, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un centre de rétention. Et puis même, il a l'intention d'aller même dans des pays d'Asie pour créer des centres de rétention. Absolument. Son souhait, c'est d'avoir au moins un centre de rétention administrative par grand continent. Pour demander à ces pays-là. Il y a beaucoup d'immigration asiatique non, mais il y a tous ceux qui viennent du Bangladesh. Ils disent oui, il y a des immigrations chinoises. Là, c'était des Bangladais. Les Bangladais sont très importants dans l'immigration aujourd'hui en Europe. Et donc, c'est son intention. Et je rappelle simplement, dans une moindre mesure, que les Britanniques nous donnent de l'argent pour qu'on contrôle leurs frontières. Oui. Et avec le succès qu'on connaît. Non mais donc en fait le fait de sous-traiter la gestion migratoire par un autre pays, nous on est déjà des sous-traitants, on le fait avec nos petits bras, mais on est déjà dans cette situation. Mais ce qui change pas malgré tout d'un point de vue juridique, c'est assez compliqué malgré tout, parce qu'il faut que les gens arrivent en réalité sur le territoire d'abord italien avant d'être envoyés en Italie. C'est-à-dire ils vont pas venir se présenter en Albanie pour demander l'asile. Ah oui, non, c'est les dispositifs. Non, là c'était des bateaux interceptés. Ils sont au large de Lampedusa. Oui, mais parce que justement ils les emmènent sur le sol italien, mais c'était des gens qui étaient en train de venir en Italie. Donc c'est-à-dire qu'en Asie, par exemple, on serait quand même assez loin du territoire français pour arriver à reproduire le même raisonnement. Sabrina, un dernier mot là-dessus? Oui, moi je pense que, comme dit Louis, Louis a raison. C'est-à-dire que c'est peut-être une méthode qui va faire ses petits, puisque, encore une fois, l'immigration, ça n'est pas un problème franco-français. Je veux dire, tous les pays européens ont réussi déjà à établir des lois sur l'immigration solide. On pense au Danemark, on pense à la Suède, on pense aux Pays-Bas, on pense à l'Allemagne, on parle de l'Italie. Il est temps que la France ait une politique, encore une fois, maîtrisée de son immigration. Finalement, Mélanie, c'est presque une Macron, c'est-à-dire qu'elle fait du en même temps je régularise et en même temps je maîtrise mes frontières, c'est-à-dire la protection, l'immigration que j'ai choisie. Absolument, la protection de mon intégrité identitaire et territoriale. Donc on espère que Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, fera de même. Mais la difficulté, elle est là, comme vous le disiez, c'est effectivement en fonction du nombre de personnes qui arrivent sur le territoire issues de pays avec qui nous travaillons. L'Algérie, ça me semble être très compliqué. Le Maroc, visiblement, il va y rencontrer certains responsables. Même Emmanuel Macron va faire une visite de 3-4 jours dans une... Ça veut vraiment dire que ça va mieux avec le Maroc. Peut-être que, compte tenu des relations assez bonnes que nous entretenons avec le Maroc, il peut y avoir une gestion ou une délégation finalement structurelle liée à la reconnaissance du Sahara occidental. Eric, un tout petit mot et après on avance sur le coût des opérations quand même. Parce que ça n'a rien, mais comme on a parlé d'un coût de budget, là on dit 200 millions d'euros, 160 millions d'euros par an. Comme nous, on a quand même un budget assez serré, ma chère Laurence, en France. Non mais multiplier ce genre de choses au-delà de l'aspect juridique, il y a quand même aussi un coût. Et puis il faut qu'il y ait un coût efficacité. Parce que ça peut être aussi des annonces, ça peut être aussi de la communication. Alors Eric, vous qui êtes spécialiste en économie, soit on considère que c'est un coût, soit on considère que c'est un investissement. C'est peut-être un investissement. Vous avez raison, Louis. Non, mais c'est pas ça. C'est que coût ou investissement, il faut quand même sortir les euros. Mais ça a un coût aussi sur le territoire français de toute façon. Bien sûr. Donc quoi qu'il en soit, ça a un coût. Mais c'est le modèle en fait, c'est le modèle australien. Les Australiens ont fait ça en interceptant tous les bateaux et en l'envoyant sur un petit État où d'ailleurs ça a été assez catastrophique. Ils ont été obligés d'y renoncer parce qu'il y avait beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme. Mais juridiquement, moi je vous alerte là-dessus, je vous dis pas que c'est pas souhaitable, c'est pas à ce niveau-là que je m'inscris. Juridiquement, ça ne correspond pas au canon du droit d'asile. Donc les juridictions françaises étant ce qu'elles sont, le Conseil constitutionnel étant ce qu'il est, le Conseil d'État étant ce qu'il est. Oui, mais parce que c'est probablement ce dont nous serons en train de parler dans 2 mois, dans 3 mois. Je rappelle, avec le soutien de Louis de Ragnel, que la dernière loi Asile et Immigration qu'on a votée,
Combien de pourcentage d'application des décrets, Louis ? 27%. Et ce qui avait été présenté comme une fake news, souvenez-vous, quand certains candidats, au moment des législatives, ont dit que les décrets n'avaient pas été publiés, les macronistes ont répété que c'était une fake news. Jean-Sébastien, juste sur le droit. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je crois que c'était l'Aquarius qui était venu au large des côtes françaises et qui menaçait qui avait décidé, tiens, je vais accoster dans tel port et je vais permettre à des migrants d'arriver sur le territoire national. Parce que ce bateau avait été refusé par les autorités italiennes. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait créé ce qu'on appelle une zone d'attente internationale avec un droit spécifique. C'était sur une base militaire à Toulon. Vous vous souvenez ou pas ? Oui, il ne restait que 2 à la fin. Non mais il en restait 2. D'accord, là je pardon. Je parle simplement du cadre juridique. Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est le problème, c'est que nos lois ne permettaient pas de les expulser. Mais le cadre juridique, on peut tout à fait. En fait, ce qu'il a créé, c'est un hotspot sur le territoire français. Donc le cadre juridique, vous pouvez tout à fait. Ce qu'on a fait à Toulon, on l'exporte dans un autre pays et je peux vous assurer que ce sera mieux fait. Mais je conteste pas le fait que ce soit possible dans l'absolu. Je vous dis juste que nous aurons une difficulté parce qu'il n'y a pas que le fait de négocier quelque chose avec des États qui accepteraient de jouer le rôle de l'Albanie. Il y a aussi la sociologie des hautes juridictions françaises et que les nominations qui ont été faites à la fois pendant les 5 années de quinquennat Hollande et pendant les 7 années de mandat d'Emmanuel Macron, très largement à la tête du Conseil d'État, de la section régalienne du Conseil d'État, au Conseil constitutionnel. Ce sont des nominations de gens qui interprètent le droit avec leur vision à eux. Donc c'est une difficulté qui vraisemblablement politique reste devant nous. Eric, vous avez prononcé le mot magie.